Ne promenez pas de regards inquiets car l'Éternel vous secourra de sa droite triomphante, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 41, le verset 10. C'est donc avec ces paroles que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré récemment la journée de soutien aux veuves et orphelins, occasion pour l'Église de soutenir ces personnes très souvent en situation difficile. L'association des conjoints des ouvriers du district d'Abobo n'est pas restée en marge. Les mains chargées de vivres, elle était aux côtés des veuves et orphelins du circuit d'Abobo-Baoulé. Le reportage est signé Guy Aloka. Des vivres, non-vivres et une enveloppe symbolique, ce sont les dons offerts aux veuves et orphelins du circuit d'Abobo-Baoulé. Cette action sociale est une initiative de l'association des conjoints des ouvriers du district d'Abobo qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme d'activité annuel. Cette cérémonie de remise de dons s'est déroulée le dimanche 30 juin 2024 au temple méthodiste d'Aoui. C'est le surintendant qui a initié cette association. L'objectif, c'est pour aider les veuves et les orphelins et les femmes démunies à pouvoir se prendre en charge. On prend 3 femmes par église dans le circuit. Donc toutes les femmes là sont venues ici à Aoui pour recevoir leur présent. On a pris le Seigneur qui nous aide et qui nous donne la force, la santé, les moyens pour pouvoir parcourir les 6 circuits du district. Issus des 4 églises que compte le circuit, les bénéficiaires de cette 3e édition n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Je ne sais pas comment dire, comment vous remercier les pasteurs. Je ne sais pas comment vous remercier par le don que vous nous avez donné trop. Donc on vous dit merci, les responsables de l'église, à tout le monde. Et je vous bénis par le nom de Jésus. J'habite à Carrière, ici de l'église méthodiste. Je dis merci à les gens qui m'ont donné le cadeau. Que Dieu les bénisse. Amen. J'ai reçu un cadeau, je suis en joie. Je dis merci à Dieu. Je n'ai rien à lui donner, mais c'est merci. Les femmes qui ont donné cadeau, je leur dis merci. La main de Dieu soit sur eux. Leur foyer n'est qu'à toujours béni. La paix et la joie. Prenant la parole, Christophe Nda, représentant le président des laïcs du district, a salué cette initiative. Cette œuvre missionnaire salvatrice dans un contexte d'évangélisation holistique visant les personnes en situation difficile, ses propos sont ceux du révérend pasteur Gaudens Boadi, représentant pour la circonstance le très révérend pasteur Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo. C'est une association qui est vraiment à l'œuvre pour apporter un soutien aux personnes qui passent par des moments difficiles. Que le Seigneur mette toujours les moyens à votre disposition pour que ceux qui pleurent, souvent dans le secret, soient consolés. Qu'ils aient tant soit peu le sourire et la joie de vivre. C'est pourquoi au travers de ces dons que les mamans ont apportés, c'est un encouragement à nos mamans à se mettre au travail. L'association des époux et épouses des pasteurs et catéchistes du district d'Abobo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs actions caritatives sont prévues dans le courant de l'année 2024. Dans le district de Grand Bassam, la communauté méthodiste Israël célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Les festivités marquant cet anniversaire se sont ouvertes par un culte au cours duquel les différents axes de cette célébration ont été déclinés. Les détails avec Raphaël Dompi. C'est un peuple en liesse qui est venu rendre grâce à Dieu pour le trentenaire de la communauté Israël de Grand Bassam. Le dimanche 30 juin 2024, c'est un double événement qui a été vécu
par les fidèles. D'une part, le lancement des festivités marquant 30 années d'existence et d'autre part, l'activité des 20 ans de dédicace du temple. Ce culte a été présidé par le très révérend pasteur Isaac Bogro, président du conseil de discipline de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence du très révérend pasteur Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, et des pasteurs et laïcs, pionniers de l'église. L'histoire de cette communauté remonte à l'an 1993, au quartier impérial de Grand Bassam, par une classe méthodiste, puis une cellule de prière sous la conduite du président des laïcs honoraires, le prédicateur Jacques Baudot, l'évangéliste André Ehimé et de l'élève prédicateur d'alors, Célestin Akafou, aujourd'hui révérend pasteur. L'ouverture de cette maison de prière s'est faite le 25 avril 1993 par le très révérend pasteur Isaac Bogro, secrétaire de la conférence de l'église protestante méthodiste, devenue aujourd'hui église méthodiste de Côte d'Ivoire. J'ai été un instrument dans les mains de Dieu pour initier cette communauté. Je rends grâce à Dieu qu'elle ait évolué et qu'elle ait atteint aujourd'hui 30 ans. Ce temple, c'est moi qui ai officié le culte de dédicace. J'estime que c'était la main de Dieu pour que j'ai quelque chose à faire dans le début de la multiplication des lieux de culte ici à Grand Bassam. Au cours de la célébration, plusieurs allocutions, dont celle du président des laïcs de l'Église. Il a rappelé l'âge de la maturité de sa communauté, mais bien plus, invité ses frères dans la foi à maintenir allumée la flamme du méthodisme dans cette partie du pays. Si Bassam est la première capitale de Côte d'Ivoire, il est tout à fait normal qu'à Bassam on trouve ce qu'il faut pour aider l'Église méthodiste Côte d'Ivoire, pour pousser l'Église à être un sommet plus haut niveau sur tous les plans. Le clou de cette cérémonie cultuelle, le pagne du trentenaire, a été mis en vente à l'américaine. 2 familles, Bédi et Camon, ont été honorées pour leur contribution à l'organisation de cette fête prévue le 10 novembre 2024. L'orateur du jour, le révérend pasteur Thierry Vry du Haut de la Chair, a invité le peuple trentenaire à la sérénité dans le Seigneur par la prière et le jeûne, comme l'a recommandé le thème de cette journée du mouvement de réveil. Ayez cette foi de gagner pour dépasser cette montagne-là, pour que lorsque nous allons célébrer les 30 ans d'anniversaire de cette communauté, ce soit dans le temple que Dieu bâtira avec vous. Si quelqu'un ici, dans cette communauté, face à un problème, s'il te plaît, tu dis, t'as 30 ans, sérénité. Le couronnement de ces activités marquant le trentenaire est la construction du nouveau temple Israël de Grand Bassam. Nous continuons notre tour d'information cette fois avec le Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. C'est une délégation de femmes dynamiques qui s'est rendue auprès de ses sœurs du district de Daloa. Objectif, redynamiser les sections de base pour un meilleur rendement. Les précisions d'Emmanuel Abali. Le Bureau national de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire s'est rendu dans le district missionnaire de Daloa à l'effet d'une visite de travail les 28, 29 et 30 juin 2024. C'est au temple Emmanuel de Daloa que la délégation du Bureau national de l'Union des femmes a posé ses valises. Une délégation conduite par Mme Beda Matseline, présidente de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. Un programme bien rempli qui a débuté par un culte d'ouverture dirigé par le surintendant délégué du district missionnaire de Daloa, le révérend pasteur Ewenyan Jonas, assisté de son secrétaire, le révérend pasteur Roland Légué. Et s'est poursuivi le samedi 29 juin 2024 par des formations spirituelles, mais aussi médicales et biothérapeutiques sur la fistule obstétricale et l'alimentation par les fruits et légumes. Nous sommes venus parler de la fistule qui fait partie de tout ce qui touche l'homme particulièrement. Nous sommes tous mis en mission pour détecter les femmes qui sont isolées, les femmes qui en souffrent, pour les envoyer en réparation parce que la réparation
est le fait d'un programme qui est maintenant en cours et en jour. Comment l'être humain construit la maladie à partir de sa propre bouche. Et ça a été le thème que j'ai eu à développer. Ce fut un bon moment. Cette série d'activités a été précédée par l'historique de la création de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire, dispensée par la présidente, Mme Béda Marceline. L'Union féminine protestante de Côte d'Ivoire, UFPCI, a été créée en septembre 1960. Notre UFPCI a fait sa première sortie officielle devant toute la nation en prenant part au défilé de l'indépendance de notre pays. Nous allons plus loin pour dire que l'Union des femmes de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire regroupe toutes les femmes méthodistes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les femmes du district missionnaire de Daloa, venues des secteurs de Séguéla, de Vavois, d'Emmanuel de Daloa, de Bonon, de Saïwa et d'Issia, ont apprécié à sa juste valeur ces différentes rencontres. Heureuse parce que c'est la première fois que je rencontre ce bureau. Heureuse parce qu'il y a eu différentes activités qui ont été menées. Ce qui m'a plus marqué, c'est l'enseignement sur la fistule obstétricale. Donc j'ai vraiment beaucoup appris. Vraiment, je suis comblée de joie. Depuis plusieurs années, on attendait cette visite. Par la grâce de Dieu, elle a eu lieu. J'ai été victime de fistules pendant 9 ans. Et c'est grâce au Seigneur que j'ai été guérie. Après un temps d'écoute et d'information auprès des femmes du district missionnaire de Daloa, la présidente nationale de l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire rassure. Nous vous donnerons des conseils, nous vous donnerons des stratégies qui vont vous permettre non seulement de travailler ici, mais aussi d'être avec nous au bureau national. Ensemble, nous ferons des exploits. Le Seigneur le veut. Il suffit que nous aussi, nous le voulions. La journée du samedi s'est refermée sous des airs récréatifs avec des prestations de chorale et de sketch, des écoles du dimanche, des unions des femmes, mais aussi du chœur privé Elim, auquel appartient Maître Gras Timothée, auteur-compositeur du cantique est entamé, dédié à l'Union des femmes méthodistes de Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan pour parler cette fois de la retraite spirituelle organisée par la communauté Canaan de Cocody-Angré. La transfiguration, c'est autour de ce thème que les fidèles se sont retrouvés du 28 au 30 juin 2024 à l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Une rencontre conduite par le révérend pasteur William Zoukouan, premier responsable spirituel de cette communauté. Maxime Zobo. À l'image du Seigneur Jésus qui parut sur le mont Tabor dans un état glorieux, les fidèles méthodistes du temple Canaan de Cocody-Angré ont décidé de se retirer 3 jours durant pour se refaire spirituellement. Objectif, impulser une nouvelle dynamique à leur communauté. D'où le choix du thème, la transfiguration, tiré de 1 Samuel 1, verset 18 et de Exode 34, versets 29 à 35. Nous sommes sortis du cadre habituel. C'est voulu par le Seigneur. Et nous sommes arrivés ici et nous avons vu que c'est effectivement le Seigneur qui a inspiré ce programme Transfiguration, un moment intense de restauration. Dieu a voulu nous parler ici d'une certaine manière. Nous avons vu la ferveur avec laquelle les gens ont prié. Pour combler cette soif du renouvellement de l'alliance avec Dieu, différents groupes d'ateliers ont été formés. Ceux-ci ont porté notamment sur la cure d'âme et la délivrance, le combat spirituel, l'évangélisation, le foyer familial. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me régénérer, de me revoir, n'est-ce pas, d'essayer de déceler, n'est-ce pas, les écarts que j'ai vis-à-vis de la Bible. On ressort de là avec tout ce qu'on a eu comme enseignement, tout ce qu'on a eu comme acquis, et on s'engage à mettre en pratique ce que nous avons reçu. N'est-ce pas, il faut faire un travail sur soi-même, pouvoir vivre une vie de sanctification. Je crois en l'exaucement de mes vœux. Et je sais que ce pourquoi je suis là, avec la grâce du Seigneur, je l'ai déjà obtenu. Et je suis convaincu que le Seigneur fera encore de grandes choses, comme l'a fait en cette retraite, en cette première année.
Transfiguration juin 2024, nous avons été bénis. Nous avons reçu des enseignements qui font de nous des hommes et des femmes de distinction. L'un des enseignements de ce moment d'élévation spirituelle a également porté sur comment réparer les brèches, porté par le révérend pasteur Serge Daplé. La sanctification est la porte d'entrée dans la foi chrétienne. La sanctification est ce qui fait la brèche. Alléluia. On ne peut pas réparer la brèche. Donc par la sanctification, tu répares la brèche. Mais par la vie de sanctification, la réparation est durable. De l'avis de tous les fidèles présents, cette retraite spirituelle a été une réussite totale. C'est pourquoi le conseil du temple Canaan de Cocody Angré a décidé d'en faire une de ses priorités annuelles. Intéressons-nous à présent à la 6e édition de la Kwanzaa, activité culturelle de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Alliant culture et intégration africaine, c'est une activité menée par les étudiants de cette université qui se veut un canal pour renforcer davantage les liens entre étudiants. Le digital au cœur de la promotion des cultures africaines. C'est autour de ce thème que se sont déroulées les festivités de la 6e édition de la Kwanzaa, l'activité culturelle organisée par les étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dont l'apothéose s'est tenue le vendredi 28 juin 2024. Valoriser la culture et l'intégration africaine, c'est tout le sens de cette initiative qui a mis à l'honneur cette année le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et l'Égypte. Pour les organisateurs, cette initiative aide à renforcer les liens entre étudiants. Cette année, nous avons décidé d'organiser la Kwanzaa pour renforcer les liens qu'il y avait entre les étudiants. Nous avons choisi ce thème-là parce que nous avons vu qu'à l'heure où nous sommes, tout a été digitalisé. On utilise les téléphones portables, on utilise Internet, on utilise les smartphones. Comment on arrive en fait à garder notre identité culturelle au travers de ça? Et pendant cette semaine-là, on a des rubriques. Le lundi, par exemple, on a accueilli les organisateurs du festival du chocolat d'Abidjan, on a abrégé Festica. Le mardi, on a eu la journée des élites. Et le mercredi, on a eu la journée dénommée Pagne où tout le monde est en uniforme. Et le jeudi, on a la journée sportive où tout le monde est en maillot. Et enfin, aujourd'hui, l'apothéose qui est la Kwanzaa, qui est la célébration des cultures africaines. Après le passage des pays à l'honneur pour leur présentation, c'est le Sénégal qui remporte la première place avec les étudiants en licence 3 de droit privé. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à cet événement-là et nous avons eu la charge de représenter le pays, le Sénégal. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vainqueurs. Voilà, c'est une immense joie, nous sommes vraiment heureux. Selon l'administration de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'organisation de la Kwanzaa est une belle aubaine car elle permet aux étudiants de s'ouvrir aux autres cultures. Chers étudiants et étudiantes, il est temps et il est important, vous l'avez compris, en fin d'année, de valoriser nos cultures et la promotion de nos cultures. Parce que la culture ivoirienne doit pouvoir s'ouvrir à d'autres cultures. La culture ne doit pas être enfermée, ne doit pas être enserrée, mais elle doit s'ouvrir à d'autres cultures. Une initiative à laquelle adhère le ministère en charge de la culture en y prenant une part active. De nos jours, il faut le dire, la culture a perdu ses valeurs. Donc, voir ces jeunes voulant valoriser une fois de plus la culture, ça nous donne un baume au cœur. Et nous tous nous encourageons à mieux faire, à continuer le travail qu'ils ont commencé. Initiée depuis 2017, la Kwanzaa a évolué avec le temps en passant de 2 jours à 1 semaine de célébration avec des journées sociales, sportives et culturelles au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Parlons coopération africaine. Une délégation de l'Union africaine a effectué une visite de travail à l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Bankole Adeyoye, commissaire de l'Union africaine, en a profité pour s'imprégner des avancées et des réalités de ce centre de formation sous-régional. La délégation de l'Union africaine, conduite par le commissaire Bankole Adeyoye, vise à renforcer la coopération entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la politique, la sécurité et la paix.
La visite de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, AILST, a été marquée par une présentation du centre et une démonstration d'un exercice de libération d'otages, mettant en avant l'efficacité des techniques enseignées. Ce centre régional d'excellence se distingue par ses approches innovantes et ses formations rigoureuses. Le commissaire de l'UA a également visité la zone d'entraînement en milieu rural, soulignant l'importance d'adapter les stratégies antiterroristes aux différentes réalités locales. Le commissaire Bankole Adeyoye de l'UA a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à soutenir les initiatives locales et régionales pour garantir la sécurité et la paix sur le continent. L'académie est très important pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire, de faire ce déplacement afin de pouvoir venir visiter l'académie, mais également établir un partenariat très important ou très grand pour qu'on puisse ensemble explorer les voies les synergies d'action qui puissent exister entre l'Union africaine et l'académie. Dans le cadre de ce partenariat, il est prévu que nous puissions aller vers la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et l'académie, et ensuite nous allons procéder au déploiement d'experts qui vont venir sur le terrain faire les visites. Mais nous allons également établir une relation entre le centre, qui est une relation qui existe déjà. Nous allons la renforcer entre le centre et le CAET, qui est le centre de l'Union africaine qui s'occupe de ces questions-là. Cette démarche témoigne de la volonté de l'UA de s'imprégner des réalités locales et de contribuer activement à l'amélioration des capacités antiterroristes de ses États membres, en misant sur des solutions adaptées et efficaces. En économie, les responsables des petites et moyennes entreprises sont appelés à créer davantage de richesses. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation de l'avant-projet relatif à l'orientation de la politique nationale de promotion et de développement des PME. Les petites et moyennes entreprises PME taillent une part de 40% du marché public en Côte d'Ivoire et sont appelées à mieux faire pour créer de la richesse et de l'emploi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Une PME est une entreprise qui a un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 1 milliard de francs CFA et un nombre de salariés employés déclarés de 200 personnes. Mais cette définition était diversement appliquée. D'autres l'appliquaient, les banques allaient au-delà du seuil de 1 milliard, et il fallait harmoniser tout cela. Et c'est pour cela que le nouveau texte, dans un processus participatif, a pris en compte les différentes aspirations des différentes parties et propose de remonter le seuil de 1 milliard à 3 milliards. C'est ce qui ressort du discours du ministre du Commerce et de l'Industrie à l'ouverture de l'atelier de validation de l'avant-projet de test relatif à la nouvelle loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ce projet adopte une approche plus globale et intégrée en prenant en compte les contraintes de développement des PME, les nouveaux enjeux socio-économiques et les nouveaux défis entrepreneuriaux des PME. Elle intègre de nouveaux principes généraux, la promotion de la bonne gouvernance, la responsabilisation des PME dans la création des richesses. Selon les autorités, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie avec 20% du produit intérieur brut PIB. Répondant aux attentes du président angolais Joao Lourenço, qui était récemment en séjour diplomatique en Côte d'Ivoire, la foire de la banane organisée en Angola a battu des records inédits selon les organisateurs. Les images. Après 4 jours de festivités, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur de d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette 10e édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation. Nous exportons dans divers pays en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie.
et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Depuis que le président João Lourenço a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nombongongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le 7e au monde, avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an, selon les données de la FAO. À l'ouest de l'Afrique, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat à l'issue des élections présidentielles du 29 juin dernier. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat. L'homme de 67 ans a obtenu 56,1% des voix selon les résultats proclamés lundi par la Commission électorale indépendante de Mauritanie. Son principal opposant Biram Da Abeid a obtenu 22,1% des voix. Le militant anti-esclavagiste avait rejeté les résultats partiels annoncés dimanche en les qualifiant de frauduleux. Après avoir positionné la Mauritanie comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'État et la violence, Mohamed Ould Ghazouani a promis d'assurer la sécurité et la croissance économique du pays. Le taux de participation annoncé par la Commission est de 55% des 2 millions d'électeurs inscrits. Ces résultats sont à présent soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle mauritanienne. Selon les observateurs, le scrutin de samedi s'est déroulé dans le calme. Ailleurs dans le monde, après le premier tour des législatives anticipées en France, c'est le Rassemblement national qui est plébiscité pour le pouvoir. Une situation qui inquiète la gauche face à la montée de l'extrême droite. Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France ont propulsé le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, plus près du pouvoir que jamais. Une montée en puissance qui alarme non seulement les forces politiques de gauche, mais aussi d'autres acteurs politiques. On appelle vraiment à tous les Français et Françaises à cette responsabilité démocratique qui est de prendre soin de notre démocratie qui va si mal. Nous sommes face à une trumpisation de la démocratie française et aujourd'hui, là je rentre avec la responsabilité de redonner du sens commun. Pour ces élus, les divergences avec l'extrême droite sont profondes. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, exprime ses craintes concernant cette trajectoire politique. En fait, c'est un choix de société. Vous avez d'un côté ceux qui prônent des ruptures avec notre Constitution, même la préférence nationale, le droit du sol, qui ont des logiques contraires. Pour les droits des femmes, par exemple, c'est important la question des droits des femmes. J'ai peur, moi, de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. J'ai peur aussi de voir des gens qui sont dans le déni total du défi climatique arriver au pouvoir. Ces inquiétudes sont partagées par de nombreux élus et citoyens. Olivier Faure, chef du Parti socialiste, met en garde contre les répercussions internationales d'un gouvernement d'extrême droite en France. C'est un signal terrible dans le ciel d'Europe et ce serait même des conséquences terribles dans le ciel mondial. Imaginez l'image de la France, ce pays qui est le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, qui d'un seul coup deviendrait un pays d'extrême droite parmi d'autres. Le 7 juillet, date du second tour des élections, aura de toute évidence des répercussions significatives pour la France et son rôle sur la scène internationale. Du côté des États-Unis, en pleine campagne pour l'ère présidentielle, la Cour suprême rend son jugement sur l'immunité de l'ancien président Donald Trump. À
4 mois de la présidentielle, Donald Trump ne pouvait espérer mieux. Celui qui n'a jamais accepté le verdict des urnes en 2020, affirmant que les démocrates lui volaient la victoire, voit l'un de ses nombreux recours aboutir. La Cour suprême des États-Unis, par une majorité de 6 voix contre 3, conservateurs contre progressistes, considère que le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, mais qu'il a droit, au moins, à une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Décision motivée, écrit le président de la Cour, par des principes constants de séparation des pouvoirs. Réaction de l'intéressé, grande victoire pour la démocratie, fier d'être américain. En pleine campagne électorale, le démocrate Biden dénonce, lui, un dangereux précédent. Avec la décision de la Cour suprême aujourd'hui, l'égalité de tous devant la loi a fondamentalement changé. Elle signifie presque certainement qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un président peut faire. C'est un précédent dangereux parce que le pouvoir de la fonction ne sera plus limité par la loi. Les seules limites seront celles que le président s'impose. Biden n'est pas le seul à s'inquiéter. Non au tyran, non à la droite radicale, non à la Cour suprême pour son soutien à ce type et non au parti républicain qui a démissionné devant Trump, qui se présente comme son sauveur. Il n'en est pas un, il est le diable, il est dangereux, Donald Trump. La Cour suprême jette un certain trouble, conviennent les experts. Ce que fait le jugement, c'est interroger quels actes présumés de Donald Trump peuvent être sujets à poursuite. Il établit différents niveaux d'immunité présidentielle. Il dit littéralement qu'un ancien président peut jouir d'une certaine immunité, ce qui, évidemment, n'aide pas vraiment à y voir plus clair. Et ensuite, il tente de définir sur quels actes l'immunité s'applique. Il renvoie l'essentiel du dossier à la justice du district. Résultat immédiat pour Trump, un nouveau retard pour le procès fédéral qu'il attendait en lien avec l'assaut du Capitole. S'il est élu à nouveau en novembre, il pourrait ordonner l'arrêt des poursuites à son encontre. Le réchauffement climatique continue de faire d'énormes dégâts. L'ouragan Beryl poursuit sa course destructrice dans les îles des Caraïbes. En quelques heures seulement, il est passé de catégorie 1 à 5, alors que la saison des ouragans débute habituellement en septembre. Avec des vents de 270 km/h, Beryl, qui déferle sur le sud des Antilles, a encore gagné en intensité, indiquait le Centre national américain des ouragans dans son bulletin de 3 heures temps universel. À Sainte-Luce, dans le sud de la Martinique, il a fait forte impression. Enfin, on s'attendait plus ou moins, parce que c'était prévu quand même qu'il y ait des vagues de 5 mètres. Mais néanmoins, c'est la première fois que même en période cyclonique, enfin, lorsqu'il y a un cyclone, on a vu la mer aussi démontée que cela. L'ouragan a signé son passage. Et finalement, Beryl a tout emporté, comme vous pouvez le constater. Et là, il faudra plusieurs jours pour pouvoir remettre tout en état, surtout à l'aube des grandes vacances. La Martinique, mais aussi la Barbade, où les forces nationales ont été appelées en renfort pour déblayer, et les îles Grenadines. L'île de l'Union a été dévastée. Les rapports que j'ai reçus font état de 90% de maisons gravement endommagées ou détruites. Toits et structures. L'aéroport n'a plus de toit. Un monstre d'ouragan que ce Beryl, vu depuis la Station spatiale internationale alors qu'il balayait les Caraïbes lundi. En catégorie 4, il a depuis été relevé au niveau 5, le maximum sur l'échelle de Saffir-Simpson qui décrit l'intensité des tempêtes. Surtout ne pas sortir, ont mis en garde des experts en direction de ceux qui pourraient se trouver dans l'œil du cyclone. C'est très sérieux, la tempête se déplace très vite et elle arrivera sur vous très vite. Il ne faut pas être en extérieur dans ces conditions. Au même moment, l'ouragan frappe Cariacou. Une demi-heure aura suffi pour raser la petite île, selon le Premier ministre grenadien. De mémoire d'experts, un ouragan qui passe de 1 à 5 en quelques heures dans l'Atlantique, à cette époque de l'année, c'est du jamais vu. La saison des ouragans commence habituellement dans la région en septembre. Beryl est attendu mercredi en Jamaïque, puis dans la péninsule mexicaine du Yucatan, jeudi.
Nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par ce sinistre. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demeurons bénis sur le couvert du Dieu Tout-Puissant. Shalom.